Alors, essai. Bonjour à tous. Je vous propose de commencer. Il est 9 heures, donc on va essayer de tenir le timing. On a 1 heure de présentation auprès de vous sur cette thématique qui s'avère passionnante. Et puis ensuite, on aura un espace questions-réponses avec la salle et puis les personnes connectées. Donc, top départ, c'est parti. Merci. Je suis ravi d'animer cet événement avec Julien Leroy et Marc Mortureux, qui vont nous présenter sur cette thématique des supply chain distress, leur vision, ce qu'ils ont traversé, leur vision, la situation actuelle et les perspectives. Et sur cet événement organisé par TMA et Deloitte, je voudrais juste dire en introduction quelques mots, puis après je ne parlerai plus. TMA. Sur cet événement est organisé en mode distanciel et enfin en mode hybride, à la fois présentiel. Merci à ceux qui sont présents et en mode hybride. Merci à ceux qui sont également connectés. On est un peu moins d'une centaine aujourd'hui, avec une participation à distance, une participation en présence. Merci à ceux qui sont présents, merci à ceux qui sont connectés. Quelques mots sur TMA. TMA, c'est une association mondiale dédiée au retournement et au restructuring. C'est l'une des plus grosses associations mondiales avec environ 10 000 membres, une répartition sur 53 chapters, c'est-à-dire 53 associations régionales ou locales, environ une trentaine aux États-Unis, une vingtaine en Europe. Elle regroupe des professionnels qui constituent tout l'écosystème nécessaire pour assister les entreprises en sous-performance ou en difficulté. En France, c'est une association qui est dynamique, c'est une jeune association, elle a été recréée il y a environ 2 ans, sous l'impulsion de son président John Lloyd, que je salue au passage. L'objectif de cette association au niveau mondial et en France, c'est de permettre aux professionnels du restructuring ou du turnaround de se réunir, d'échanger, d'interagir, d'échanger des bonnes pratiques. Et c'est à travers des événements comme celui-ci ou d'autres, dont j'aurai l'occasion de parler un peu plus tard, que cela est possible. C'est également à travers des programmes qui sont destinés à mixer les générations ou mettre en valeur les genres. Parlons par exemple de TMA Next Gen pour les jeunes ou TMA Now pour les femmes. Sur le chapter français, on est aujourd'hui 110 ou 120 membres pour être plus précis, agrégés au réseau mondial de TMA. Les membres, je vous l'ai dit, c'est l'écosystème nécessaire. Donc on a des conseils financiers, des conseils en stratégie, des conseils opérationnels, des managers de transition, des managers de crise, des administrateurs judiciaires, des banquiers, des fonds d'investissement, une agence de notation. Et on a aussi, si j'ai oublié personne, on a aussi un partenariat avec... on a des avocats aussi, pardon. Je savais que j'allais oublier quelqu'un. Et on a aussi, et c'est important de le souligner, un partenariat avec la médiation nationale du crédit, où l'objectif est conjointement d'arriver à mieux accompagner et orienter les entreprises en difficulté. Un petit mot pour remercier TMA et son board pour cette manifestation. Je voudrais également remercier spécifiquement Stéphane Roussier et Marine Mujica pour leur aide précieuse pour l'organisation de cet événement. Je voudrais également remercier le cabinet LPA-CGR en la personne de Julie Cittadini, son associé restructuring, pour nous accueillir ce matin. Et puis un mot également pour remercier les sponsors de TMA, Delville Management, Facto France, la Banque de Lubac, Chiron Financial, Concorde et MED. Alors, surtout, merci infiniment à nos 2 experts, je vais vous les présenter. Marc Mortureux, Julien Leroy, qui ont pris le temps, qui ont accepté déjà ce challenge, qui ont pris le temps avant et ce matin d'être là et qui vont partager avec vous leur vision de la situation qu'ils rencontrent au jour le jour dans leur filière. Alors, qui sont-ils et que font-ils ? Je vous propose de commencer par vous présenter Julien. Julien, si je ne dis pas de bêtises, vous me corrigez. Vous êtes issu de Neoma Rouen, vous avez 37 ans, vous avez suivi une filière expertise comptable. Vous avez commencé votre carrière dans la banque de détail, Crédit Lyonnais. Vous êtes passé ensuite conseil chez Capgemini. Votre première mission, c'est une mission alors ça ressemble à nos métiers, mais de transformation finance chez un client qui s'appelle Eiffage. La mission se passe si bien que vous rejoignez Eiffage et puis vous avez intégré chez Eiffage depuis un certain nombre de postes.
pour être depuis 2020 secrétaire général de FH Construction. FH Construction, c'est 4 milliards de travaux dans le bâtiment, 1 milliard dans la promotion immobilière. Et votre rôle, si j'ai bien compris, c'est d'assurer le bon fonctionnement de tout le groupe dans toutes ses dimensions de jeu. Tout à fait, Jean-Pascal. Bon, alors si jusque-là tout est bon, je me tourne maintenant sur ma droite vers Marc. Marc, vous, vous êtes de formation, vous êtes ingénieur, vous avez 61 ans, vous avez une carrière qui est plutôt diversifiée avec un pas dans le public, un pas dans le privé. Dans le public, vous avez eu beaucoup de responsabilités en tant que dirigeant d'établissements publics dans le domaine du sanitaire, de la santé, de l'environnement. Donc, c'est des sujets qui sont quand même assez actuels aujourd'hui. Sur le plan politique, vous avez eu d'autres responsabilités en étant en 2008-2009, année quand même relativement tendue en termes de crise, qui nous en rappellera une. Vous étiez vous étiez directeur de cabinet de Luc Châtel, qui était secrétaire d'État à l'industrie et la consommation, porte-parole du gouvernement sous Christine Lagarde. Voilà, donc effectivement quelques années assez agitées. Sur le plan privé, vous avez été dans le domaine de l'industrie, notamment le domaine pétrolier, avec des enjeux à la fois nationaux et internationaux. Et depuis 2018, vous êtes le directeur général de la plateforme automobile. Voilà. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Est-ce qu'on est bon? Alors, si on est bon, parfait. Juste un mot maintenant pour me présenter. En ce qui me concerne, Jean-Pascal Beauchamp. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis associé Restructuring Financial Advisory chez Deloitte depuis maintenant 10 ans. J'ai commencé ma carrière il y a 30 ans, une carrière duale, 10 ans d'abord chez un administrateur judiciaire. Donc voilà, je suis tombé dans la marmite quand j'étais petit. Et depuis, c'est au jour le jour et de manière quotidienne de l'assistance aux entreprises en difficulté. 10 ans en administration judiciaire, 20 ans en conseil financier où j'ai rejoint d'abord une première firme et puis ensuite une deuxième firme internationale d'audit et de conseil où j'ai créé et développé les départements restructuring. Et puis depuis 10 ans, j'ai rejoint Deloitte pour participer au développement des offres et amplifier son développement en France et à l'international sur les activités restructuring. Voilà, cela étant dit, maintenant qu'on a tout dit, juste une dernière chose, Deloitte est également Deloitte est également sponsor de TMA, et en ce qui me concerne, je suis très attaché à cette association, et je suis également membre du board. Voilà, alors sans transition, on va commencer à passer dans le vif du sujet. Première question, je vais me tourner vers Julien. Julien, on sait qui vous êtes maintenant, ce que vous faites, mais est-ce que vous pouvez nous présenter en quelques minutes ou assez rapidement ce qu'est FH Construction ? Bon, bonjour à toutes et à tous. Bon, alors, FH, je pense que vous avez tous vu les panneaux dans les rues de Paris parce qu'il y a pas mal de travaux en ce moment et ça chamboule un peu tout le monde. Bon, FH, c'est un des majeurs du BTP en France et en Europe. Globalement, c'est 18 milliards d'activités et c'est un groupe de 70 000 personnes. FH, c'est deux piliers. Le pilier, on va dire, concessionnaire et le pilier travaux. Moi, je représente, on va dire, plus le pilier travaux, parce que globalement, chaque année, on fait 16 milliards de travaux. Je suis dans la partie construction, parce qu'on va dire il y a 3 branches côté travaux. La partie construction, c'est tout ce qui est vertical, ça va être la partie bâtimentaire et une activité de promoteur immobilier, où FH Immobilier, je vais dire, en année normale, produit à peu près 5000 logements, c'est-à-dire qu'on vend 5000 logements par an à des particuliers. Et puis après, chez FH, on a toute la partie infrastructure. Donc là, ça va être les routes, les ponts, tout le génie civil, tous les tunneliers actuellement, par exemple, qui sont sous Paris, en train de creuser les extensions du Grand Paris. Et après, une activité liée à l'énergie, énergie système. Donc là, ça va être tout l'éclairage. Par exemple, FH, on a remporté le marché de l'éclairage de la ville de Paris. Et après, tous les systèmes qu'on installe, de la climatisation, tous les systèmes d'automatisation qu'on met dans les bâtiments. FH Construction, Jean-Pascal l'a dit, donc c'est 4 milliards d'activités de travaux. C'est très ancré européen. Globalement, FH, c'est 95% de son chiffre d'affaires en Europe. C'est des pays phares. La France, évidemment. Et puis après, on a des implantations au Benelux, en Espagne, en Allemagne, qui sont très présentes. Et la stratégie d'FH, c'est vraiment de rester en Europe. Au niveau des FH Construction, moi globalement c'est 3 milliards en France à peu près d'activités. Après je suis présent au Benelux, en Pologne, en Suisse et au Portugal. C'est 11 000 collaborateurs à peu près pour la branche construction.
Voilà, je pense vous avoir dépeint Eiffage et Eiffage Construction. Merci, et merci beaucoup Julien. Je me tourne vers Marc. Alors, la plateforme automobile, c'est quoi? Alors, 2008-2009, j'étais effectivement donc à Bercy. Et l'automobile a été un des grands sujets sur lesquels on a dû beaucoup travailler. Et à l'époque, il n'y avait pas d'organisation pour regrouper un peu l'ensemble de la filière automobile. On avait d'un côté les constructeurs, de l'autre côté les équipementiers, les fournisseurs par ailleurs. En fait, la PFA, hein, la plateforme automobile, elle est née de ça. Hein, l'idée que c'était utile, et on voit bien sur les sujets type supply chain, l'intérêt d'avoir une organisation professionnelle qui regroupe l'ensemble des acteurs de la filière automobile. Donc les constructeurs, hein, Stellantis, Renault, mais on a aussi Toyota hein, qui est présent à Valenciennes, on a Renault Trucks pour les véhicules industriels, les grands équipementiers, hein, les Tier 1, hein, je pense à Michelin, Valeo, Faurecia, maintenant Forvia, Plastic Omnium, et puis au travers de différentes fédérations, on regroupe voilà, l'ensemble des acteurs de la filière. Et on a, globalement, c'est une petite équipe hein, qui vise à la fois avoir un rôle de représentation d'intérêt, hein, notamment vis-à-vis des pouvoirs publics au niveau national, européen. C'est un secteur qui est très réglementé, très fiscalisé. Et d'autre part, on a tout un travail d'accompagnement de toutes les entreprises de la filière dans tous les changements extrêmement profonds hein, que connaît ce secteur. Alors donc, je retiens que vous avez tous les deux une position de vigie. Vous avez une vision à 360 degrés, non seulement de votre secteur, mais de votre filière, ce qui est passionnant, puisque vous êtes donc les deux experts qu'il fallait pour pouvoir parler effectivement du sujet. Juste avant, peut-être, maintenant qu'on sait ce que vous faites et où vous êtes, ce que fait la structure dans laquelle vous êtes, peut-être sous forme de snapshot, présenter vos secteurs d'activité respectifs, donc l'automobile et la construction, pour savoir quels sont les enjeux auxquels vous êtes confrontés, de manière à voir comment les tensions sur les supply chains ont affecté ces transformations. On commence par vous, Marc. L'automobile, donc là en France, hein, qui s'inscrit évidemment dans un cadre très, très international. Globalement, c'est à peu près 4000 entreprises. Hein, c'est à peu près 150 milliards d'euros de chiffre d'affaires, 50 milliards d'euros d'exportation. En emploi, quand on prend l'ensemble de l'automobile, c'est-à-dire l'industrie et les services, c'est près d'1 million d'emplois, à peu près 400 000 côté industriel, 550 000 côté services. Globalement, on est dans une transformation aujourd'hui qui est totalement sans précédent depuis, je dirais, l'origine de l'automobile. Hein, on a 3 transformations qui sont très spectaculaires. Donc, d'abord la motorisation. Hein, on est en train de passer du thermique au tout électrique, hein, avec quand même une décision des pouvoirs publics au niveau européen toute récente, hein, de bannir tout ce qui n'est pas du 100% électrique en 2035. C'est une transformation, mais radicale, parce que le cœur du métier de l'automobile, c'était quand même la motorisation. Deuxième transformation, tout aussi spectaculaire, même si on en parle un peu moins, c'est le fait que la valeur, elle va passer de plus en plus du hardware vers le software. Il faut savoir que depuis les années 90, on a fait plus que multiplier par 100 hein, la place du logiciel dans la voiture. C'est plusieurs millions de lignes de code. C'est des calculateurs de partout. Et ce n'est qu'un début. Ça devient un objet, mais hyper connecté. Hein. Et puis, bon, pour les véhicules connectés et automatisés, voire autonomes. Et puis, la troisième grande transformation, c'est le fait de passer de la vente de produits à la fourniture de services. Et là aussi, hein, on a à peu près l'estimation qu'aujourd'hui, c'est de l'ordre de 25% hein, de la valeur. Globalement, les services, ça va passer à 44% en 2030. Et c'est pareil, hein, c'est en transformation des enjeux sociétaux qui sont absolument considérables. Donc voilà, moi, juste pour résumer, je pense honnêtement, l'automobilité est un secteur d'avenir. De toute évidence, hein, les besoins sont considérables. D'ailleurs, c'est spectaculaire de voir tous les nouveaux entrants, y compris des immenses acteurs internationaux qui s'investissent dans ces domaines-là. Simplement, c'est plus la même automobile et la même automobilité qu'hier. Voilà. D'accord, donc une triple disruption. Une disruption, c'est déjà un enjeu, un challenge. 2, c'est aussi pas mal. 3, ça devient compliqué. Ok. Julien, pour le secteur de la construction. Côté construction, hein, si je prends les chiffres en France, globalement, c'est par an, c'est une quarantaine de milliards d'activités côté bâtiment et promotion immobilière. C'est énormément d'acteurs. Il y a peu de barrières à l'entrée hein, pour faire des travaux. On le voit bien sur tous nos chantiers. Il y a peu de barrières à l'entrée. Il y a quelques majeurs. Il y a aussi quelques,
poursuiveurs qui sont devenus pas loin d'être des majeurs. Maintenant, je vois, c'est assez impressionnant. Il y a des groupes qui faisaient 300-400 millions d'activités qui maintenant font 1 milliard, 1,5 milliard. Donc c'est assez impressionnant. C'est très dynamique la construction. Je veux dire, actuellement, c'est porté par de grands projets. Donc il y a le Grand Paris. Le Grand Paris, c'est globalement 70 gares. Eiffage Construction, par exemple, on a candidaté sur les 15 premières. On en a déjà gagné 6. Et dans le Grand Paris, il y en a 70 à faire dans le cadre du projet. Donc il y a vraiment des projets comme ça qui nous portent. Il y a tout ce qui est fait au niveau de la santé, le Ségur de la santé, la construction, réhabilitation de nouveaux hôpitaux. Ça, c'est dans toute la France. Il y a vraiment beaucoup d'enjeux. Il y a la même chose au niveau public, au niveau des prisons, par exemple. Là, on va réhabiliter et étendre les baumettes à Marseille, par exemple, au niveau d'Eiffage. Donc il y a vraiment une dynamique, un dynamisme sur ce secteur. Et ce qui est un peu décevant, moi je veux dire, pour être passionné par ça, c'est l'image de la construction actuellement. Notamment, on le voit avec les enjeux climatiques et par exemple la météo qu'on a connue cet été. L'acte de construire, quand vous êtes promoteur ou constructeur, c'est quelque chose, je veux dire, qui est dans les tripes et c'est quelque chose qu'on aime bien. Les compagnons qui bossent chez nous, quand ils passent devant leur chantier ou quand ils passent devant une réalisation, c'est quelque chose qui est important. Et cet acte de construire, il est actuellement, je veux dire, dévalorisé. C'est-à-dire, moi, je prends, suite aux élections municipales où on a changé, il y a eu une vague écologique et je me retrouve dans certaines agglomérations comme à Lyon ou à Bordeaux où j'ai des politiques, des maires qui stoppent tous les projets pour plus artificialiser les sols. Le béton est très mal vu. Donc, je veux dire, l'acte de construire est mal vu, c'est-à-dire qu'on est vu comme des gens qui viennent couler du béton et puis ça s'arrête là. Alors c'est aussi une belle opportunité, parce que on va en parler tout à l'heure sur la supply chain, mais ça amène à réfléchir, à construire autrement. Donc il y a beaucoup d'expériences qui sont faites. Et en France, je trouve que ça reste quand même assez compliqué parce que si vous voulez faire un immeuble en bois, changer un peu les habitudes, après, il faut passer quand même les commissions de sécurité avec les pompiers. Et dès que vous sortez un peu du cadre habituel, ça ne marche pas. Donc il y a une vraie volonté de changer, mais après, il faut faire bouger toute la réglementation derrière. Voilà, donc un des grands enjeux, c'est vraiment cette transformation de l'acte de construire. Et il faut qu'on arrive à lier, je vais dire, le politique, l'environnement, et puis on en reparlera tout à l'heure, je pense, sur aussi le prix de sortie, parce que là, un des grands enjeux qu'on va avoir au niveau de la promotion immobilière, c'est le prix de sortie d'un appartement. Quand on voit les coûts des fonciers, quand on voit les coûts des travaux, quand on voit le financement qui se durcit, c'est un enjeu qu'on évoquera tout à l'heure. Julien, juste un point. Donc, je comprends sur le plan politique, effectivement, la demande du gouvernement de proposer des logements, les difficultés liées à l'environnement et les contraintes que ça fait, puisque du coup, on n'arrive pas à respecter cet objectif. En parallèle, aujourd'hui, vous parlez du Grand Paris, qui est un chantier qui tire votre activité, donc on n'est plutôt pas dans une phase de crise dans la construction, alors que pour nous, dans le restructuring, le domaine de la construction, c'est bon an, mal an, en termes de défaillance, c'est 25% des défaillances, donc on a un effet d'échelle comme ça qui se renverse. Vous me disiez, lorsqu'on discutait en amont, parmi ce qui tirait aussi votre activité, c'est tout ce qui concerne la rénovation et la réhabilitation des habitations ou des logements ou des bureaux. Ça rejoint les enjeux climatiques, c'est-à-dire que maintenant le neuf est un peu mal vu et beaucoup de grands chantiers qu'on commence à avoir sont liés aux évolutions de la réglementation, notamment sur toute la partie tertiaire. Un investisseur qui va vouloir investir, mettre de l'argent dans le tertiaire, va vous demander des qualifications, des accréditations, c'est-à-dire qu'ils vont aller chercher pour placer leur argent des bâtiments qui vont être réhabilités, qui vont obéir à certaines normes. Et actuellement, c'est quelque chose qui nous porte. Et il y a des réformes. On le voit aussi sur le marché du privé. Vous avez vu sur la location, en fonction de la note, la classification du bâtiment, s'il sera G, s'il sera F, s'il sera B. Il y a une vraie volonté de jouer là-dessus, sur le loyer, sur certaines choses, pour forcer à réhabiliter. Parce que c'est vrai qu'avant de construire, on a déjà énormément de logements qui sont, on entend souvent le terme, de passoires thermiques. Donc il y a un vrai enjeu de réhabilitation.
Et ça, quelque chose pour FH Construction, c'est vraiment super intéressant parce que là, on rentre dans plus des spécialités. C'est-à-dire que pas n'importe qui peut réhabiliter un immeuble. Là, on a gagné le marché de alors c'est la tour Technip à la Défense, qui maintenant s'appellera Tour Open. Donc cette tour-là, on va la surélever, on va rajouter 3-4 étages. Et par contre, on va la réhabiliter entièrement. Et là-dessus, c'est un marché d'une centaine de millions, c'est 180 millions à peu près au global. Et là, il y a des vraies barrières à l'entrée. C'est-à-dire que là, il faut vraiment être un spécialiste en réa. Vous ne pouvez pas faire de la réa comme ça. Et c'est vraiment... Alors, c'est des activités à risque, hein, parce que quand vous creusez, quand vous cassez un mur, vous ne savez pas ce qu'il y a derrière. Et des fois, on peut avoir de sacrées surprises. Mais la réhabilitation, c'est pour FH, et puis je pense pour les majors en général, ça permet vraiment de mettre des barrières à l'entrée. Et là-dessus, on va savoir, nous, on a la compétence, on a l'expertise, et on va savoir être bon là-dessus, puis aller remporter des marchés. D'accord. Alors donc, maintenant, on a donc une vision parfaite du terrain de jeu dans lequel évolue chacun de nos acteurs. Rentrons dans le vif du sujet sur les supply chains. Et donc, quelle situation de tension vous avez rencontré, chacun de vous, sur vos secteurs respectifs, au niveau des chaînes d'appro? Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? Je crois que ça a commencé avec la crise sanitaire. Alors oui, j'ai parlé de la transformation structurelle assez incroyable qu'on est en train de vivre, mais il se trouve qu'en plus, depuis 3 ans, on vit une crise conjoncturelle qui est pareille, à peu près sans précédent. C'est-à-dire on a eu d'abord Covid, arrêt total de toute l'activité, ça a été spectaculaire, hein, quasiment du jour au lendemain, pendant 1 mois et demi, hein, à peu près. Et ensuite, évidemment, redémarrage beaucoup plus progressif, chute de 25,5% du marché en 2020. On est revenu à peu près 40 ans en arrière, à peu près en termes de marché. Ça redémarre un peu comme toutes les filières industrielles vers la fin de l'année. Et puis on commence à voir un peu les prémices des tensions sur les semi-conducteurs. En décembre, on alerte déjà pas mal les pouvoirs publics et autres. Qu'est-ce qui s'est passé globalement avec la reprise très active un peu partout dans le monde, notamment énormément de besoins avec le télétravail qui se développe pour les ordinateurs, les smartphones, etc. Beaucoup de demandes de semi-conducteurs. Bon, l'automobile, j'ai parlé du logiciel tout à l'heure, évidemment, l'électronique, il y en a de plus en plus. C'est des milliers de composants qu'on a dans une voiture. Et il se trouve qu'une voiture électrique, c'est 2 fois plus de semi-conducteurs. Donc en plus, la trajectoire, disons, de très fort développement de l'électrique, rajoute à cela. Les constructeurs, eux, ils s'adressent à des tier 1, qui sont des Bosch, des Continental, des Valeo, puisque les composants sont dans les sous-ensembles. Eux-mêmes, ils s'adressent aux fabricants de semi-conducteurs. On a plutôt de la chance. En Europe, on en a 3 grands quand même. STMicroelectronics, on a Infineon, on a NXP. Mais en fait, ce qu'on n'avait pas complètement intégré, c'est que beaucoup de ces fabricants de semi-conducteurs, ils ne fabriquent pas eux-mêmes. Ils font le design. Et ensuite, beaucoup de ces semi-conducteurs sont sous-traités au même endroit, qui est une immense entreprise TSMC à Taïwan, qui fournit d'ailleurs dans tous les secteurs. C'est un géant. Et il se trouve qu'il a été submergé de demandes. Et c'est vrai que l'automobile aime beaucoup le flux tendu. On est plutôt dans toujours en plus forte pression sur les prix hauts. Et donc, TSMC a plutôt privilégié à la fois ses clients qui sont sur le plus pointu sur le plan technologique, et l'automobile n'est pas forcément sur les technologies les plus pointues, et puis évidemment ceux où la valeur est la plus importante. Et on s'est retrouvé avec un TSMC qui n'a pas été en capacité, alors je dis TSMC, mais il n'y a pas que lui, mais à côté de ça, il y a eu des problèmes avec quelques autres fabricants. Au Japon, il y a eu un problème de tremblement de terre, et puis aux États-Unis, il y a eu un problème... On est venu dans une situation tellement tendue que le moindre événement supplémentaire ne faisait qu'aggraver la crise. On s'est aperçu que TSMC, qui fournit à peu près 60% des besoins de l'automobile mondiale, l'automobile ne représente que moins de 5% de son chiffre d'affaires. Et donc, ce qui est quand même très intéressant de voir, c'est que l'automobile qui avait toujours eu, je pense un petit peu l'idée que c'était l'industrie phare à qui on ne refuse rien, qui sait négocier très fort, s'est retrouvé dans un secteur où son rapport de force lui était très défavorable. Et donc, voilà, c'est impressionnant l'impact de cette crise sur les semi-conducteurs. On n'en est pas encore complètement sorti. Ça commence
à s'éclaircir un peu, ne serait-ce que parce que la situation économique mondiale est en train de ralentir un petit peu. Mais on a encore, tout récemment, encore l'usine de Sochaux de Stellantis a été arrêtée pour des raisons de pénurie de semi-conducteurs, mais on sent que ça commence à s'améliorer. Mais c'est 11 millions de véhicules qui n'ont pas pu être produits dans le monde en 2021, uniquement à cause de la pénurie de semi-conducteurs. Moi, je me rappelle 2018-2019, au niveau mondial, on n'était pas très loin d'atteindre les 100 millions de véhicules vendus sur une année. On est retombé à 77 millions. Et 2020, donc cata. 2021, on espérait que ça remonte un peu. Et à cause des semi-conducteurs, ça n'a pas remonté. Bon. 2022, donc toujours un peu pénurie de semi-conducteurs. Et puis, guerre en Ukraine. Bon. Là, de nouveau, des tensions inflationnistes de partout. Et puis, pour donner un exemple, problématique, par exemple, du palladium. Le palladium, c'est une substance dont on a besoin dans les pots catalytiques pour les véhicules. La Russie, c'est 40% des approvisionnements. Après, il y a l'Afrique du Sud. Donc pareil, on pédale comme des fous pour essayer de bien comprendre toute la chaîne entre la mine, l'extraction du palladium. Après, il y a des acteurs pour faire le raffinage. Ensuite, il y a des acteurs qui font un peu les boîtes, des boîtiers dans lesquels il y a le mélange, etc. Puis ensuite, il y a des acteurs type Forestia qui font le pot catalytique. Et puis après, il y a le constructeur. C'est juste pour illustrer à quel point, à chaque fois, sur un peu tous les sujets, et il y en a des milliers, on est obligé de rentrer dans une analyse très précise. Et ce que je trouve intéressant, c'est que dans l'automobile, c'est vrai que la logique du juste à temps, de la très forte compétitivité, tension sur les prix, a un peu conduit à ce qu'on soit un peu dans des logiques où le constructeur il s'adresse au tier one et puis il confie au tier one un peu dans son domaine un peu l'ensemble et n'a pas forcément une connaissance très précise de l'ensemble des acteurs. Et c'est d'ailleurs compliqué parce qu'il y a tellement de pièces, il y a tellement de composants que c'est un peu compliqué. Mais on voit bien au travers de ces exemples une certaine vulnérabilité par rapport à tout ce qui se passe dans le monde. D'ailleurs, en parlant de Taïwan tout à l'heure, on voit bien que s'il se passe entre la Chine et Taïwan, ce qui se passe plus près de chez nous, on voit bien à quel point on est vulnérable sur des quantités de sujets. D'où d'ailleurs, on y reviendra, toutes les mesures qui peuvent être prises. Ce que je trouve quand même intéressant, c'est de voir que dans cette crise qui a touché toute l'industrie automobile, et on n'en est pas complètement sorti, il y en a quand même qui s'en tirent mieux que d'autres. Et notamment un acteur comme Tesla, qui dès le départ a conçu une approche très intégrée de l'ensemble, et d'ailleurs qui a beaucoup développé la partie logicielle pour s'appuyer sur des composants de base. Disons, toute la spécificité plutôt liée au logiciel s'en est tirée beaucoup mieux que beaucoup des constructeurs traditionnels. De la même façon, un Toyota qui a plutôt l'habitude d'une approche et d'écosystème très intégré, a été un peu moins touché que d'autres constructeurs. Et ils avaient eu, eux, déjà des expériences douloureuses avec les séismes au Japon qui leur avaient posé beaucoup de problèmes. Et on voit bien que la logique du juste à temps, du zéro stock et autres est en train quand même d'être revisitée par rapport à des conséquences mais incroyables qu'on vit quand même. 11 millions de véhicules. Cette année, les semi-conducteurs, pour le moment, on en est à 4 millions de véhicules non produits, avec le côté paradoxal de carnet de commandes très élevé, mais qu'on n'arrive pas à fournir. Alors, paradoxalement, les constructeurs s'en tirent plutôt pas mal, parce que comme il y a pénurie, ils fabriquent les véhicules qui sont à plus haute valeur ajoutée, ils ne font plus du tout de remise. Et du coup, en termes de marge, comme ils ont beaucoup optimisé aussi leur outil industriel, ils s'en tirent plutôt bien. Par contre, toute la chaîne derrière est quand même en situation extrêmement difficile. Ça fait maintenant plus de 2 ans et demi que c'est des cellules de crise tous les jours. C'est impressionnant, disons. Parce que tout le jeu, d'ailleurs, pendant la crise semi-conducteur, il y avait plein d'autres sujets très compliqués à gérer. Simplement, il ne faut pas être celui qui est à l'origine de la non-production du véhicule, quoi. Donc c'est en permanence énormément d'agilité. Et d'ailleurs, honnêtement, je trouve que ça a été... moi, je trouve assez remarquable le comportement des entreprises qui arrivent à trouver des solutions. Parfois, c'est un peu terrible, faut faire venir les pièces en avion, en taxi, Et puis, ce qui a été très compliqué, qui existe encore un peu, c'est tout ce qu'on appelle les stop and go. C'est-à-dire, on s'est retrouvé avec des constructeurs qui, du jour au lendemain, disent non, vous ne me livrez pas, parce que je ne peux pas, de toute façon, produire mes véhicules. Donc, du coup, tous les fournisseurs se retrouvent avec des stocks, les camions prêts, et ils ne partent pas, quoi. Donc, c'est vrai qu'on a eu, et puis je ne parle pas du transport maritime, de tous les autres sujets, mais c'est quand même assez impressionnant. Mais je trouve, in fine,
quand même qu'on a une industrie qui est assez résiliente, tout de même, quoi. Parce que franchement, le nombre de raisons pour lesquelles on pourrait avoir des difficultés. Et puis, pour finir peut-être, l'avenir, des mois à venir, on est dans un contexte où, a priori, on a des bons volumes d'activité, y compris pour les fournisseurs aujourd'hui, parce que les constructeurs arrivent de nouveau à davantage charger parce qu'ils ont davantage de semi-conducteurs. La grande crainte qu'on a aujourd'hui, maintenant, c'est la crise énergétique. La crise énergétique, je ne sais pas si vous avez vu hier, on a des annonces qu'on ralentit la production d'aluminium à Dunkerque, qu'on ferme un certain nombre d'unités pour l'acier et autres. Bon, une voiture, c'est beaucoup d'acier, c'est beaucoup d'aluminium. On a la crainte de se retrouver, il y a évidemment l'inflation, mais en plus, en pénurie de matières, de par des logiques économiques qui conduisent à arrêter des activités parce que l'équation économique devient intenable avec le coût de l'électricité ou du gaz. Et du coup, on va rentrer probablement dans une autre période qui risque d'être également extrêmement compliquée. Enfin voilà, juste pour vous donner un petit aperçu, on ne s'ennuie pas, c'est intéressant et c'est assez surprenant. Je ne sais pas qui aurait écrit ce qu'on vit en ce moment et je ne sais pas encore très très bien puisque très honnêtement, quand on voit le prix de l'énergie tel qu'il se présente à l'heure actuelle avec beaucoup d'entreprises de la filière qui doivent renégocier leurs contrats maintenant, enfin pour l'année prochaine, parce que beaucoup ont eu des contrats avant Covid pour 3 ans, etc. Donc on se retrouve là-dedans. Et dans l'état actuel des données économiques, enfin des tarifs tels qu'on les voit, c'est non tenable, c'est pas jouable. Donc je ne sais pas si l'Europe va réussir à calmer un peu le jeu, mais enfin on arrive à des facteurs 10 sur le coût de l'énergie qui n'est tout simplement pas possible, quoi. Donc voilà, on va voir. Et indépendamment alors, de ces effets de ciseaux successifs amplifiés par des crises qui s'additionnent, qui ne se terminent pas et qui restent de manière qui restent en attente et qui reviennent par la porte ou par la fenêtre, effectivement, on a d'autres enjeux qui se dessinent et qui deviennent compliqués. Cette crise énergétique, et dont on ne sait pas comment on en sort, indépendamment des enjeux technologiques, qui ne sont pas tous résolus aujourd'hui, avec des ambitions sur le plan technologique qui ne sont pas encore maîtrisées et qui nécessitent une intensité capitalistique colossale, quoi. Voilà, ça on y reviendra là-dessus, mais c'est vrai que je ne vous cache pas qu'on a quelques interrogations de la décision politique qui a été encore confirmée donc au mois de juin de basculer l'intégralité de toute l'automobile sur l'électrique, le tout électrique, au moment où on a quand même des grandes interrogations sur la disponibilité même de l'électricité, et pas que pour 1 ou 2 ans. Enfin, de toute façon, on voit bien que les échelles de temps dans le domaine énergétique sont très longs. Donc voilà, on a quand même quelques interrogations. Bon, on y reviendra un peu, mais c'est vrai que je crains qu'on relise la période qu'on est en train de vivre sur un plan un peu stratégique pour l'Europe de façon un peu critique. Voilà. Merci beaucoup, Marc, pour cette vision un petit peu, je ne vais pas dire terrifiante, mais en tout cas inquiétante de l'évolution du secteur, même si c'est passionnant. On y reviendra sur les opportunités. Et que c'est une actualité de fou. Pour la construction, comment ça se passe alors, Julien ? Bon, sur la partie Covid, je vais passer assez rapidement, parce que c'était une période folklorique en travaux. Je passe le choc quand les chantiers s'arrêtent, les deux mois d'arrêt d'activité. Là, ça a été très dur parce que arrêter un chantier, c'est assez facile. Vous faites venir un gars de la sécurité, il met 3 barrières, 2 caméras, et puis tout le monde s'en va, et le chantier s'arrête. Quand il a fallu tous les redémarrer, et puis on a dû les redémarrer au bout de 3 semaines, 3 semaines après le premier confinement, et expliquer aux compagnons, aux ouvriers que oui, il y a le Covid, on ne sait pas trop ce que c'est, mais il faut aller bosser sur le chantier, et puis on va mettre des mesures. Ça, c'était une partie humainement compliquée. Mais ce qui a été folklorique, c'est l'après. C'est-à-dire qu'on s'est mis à voir des choses qu'on n'imaginait pas en travaux, parce qu'on va voir en travaux, on aime bien, c'est les entrepreneurs, mes patrons, moi, c'est les entrepreneurs. Donc les crises, c'est toujours une opportunité. Je vous donnerai quelques exemples, mais on aime bien, parce que ça permet d'aller revoir le client, ça permet d'aller chercher de l'argent. Les entrepreneurs, ils aiment bien ça. Mais au moment du Covid, on n'aimait pas trop parce que déjà on avait eu des trucs qu'on ne connaissait pas, c'est-à-dire qu'on se retrouvait avec des bâtiments terminés, mais il n'y avait pas de compteur électrique parce qu'il n'y avait plus de compteur électrique. On n'arrivait plus à acheter de compteur électrique. Les portes palières, quand vous livrez, 200 logements, on se retrouvait avec le fournisseur qui devait livrer le lendemain et qui vous disait oui, je vous livre, mais c'est 13,2% de plus à me payer tout de suite, sinon ils partiront chez votre concurrent ou chez votre copain.
On s'est retrouvé avec plein d'épiphénomènes comme ça, où en fait, pour moi, je veux dire de mon regard, c'est chacun a fait sa spéculation. Je pense que sur Paris, si vous voulez des plaques de placo, vous les commandez ce matin, vous les avez demain matin. Il y a 1 an et demi, vous les commandiez ce matin, vous les aviez dans 15 jours. Par contre, bizarrement, si vous mettiez 50% de plus au prix, elles arrivaient le lendemain matin parce qu'elles étaient stockées chez un sous-traitant et tout ça. Donc il y a eu beaucoup, c'est des entrepreneurs, il y a beaucoup de spéculation et chacun en profite. Et je me rappellerai même les réunions d'analystes financiers de Rexel, où dans la plaquette qui donnait, lors de la présentation des comptes, vous aviez un câble découpé avec toutes les matières premières qu'il y avait dans le câble, tous les pourcentages d'inflation et pourquoi ils avaient dû monter autant les prix de leur câble pour que ça passe bien, je veux dire, auprès de clients comme Eiffage et tout ça. Et c'était assez folklorique et difficile parce que nos clients, le Covid, ils ne savaient pas ce que c'était. Donc, quand on a par exemple la guerre en Ukraine avec l'acier qui se met à doubler de prix, à monter en flèche, ça c'est quelque chose qu'on connaît. Je veux dire, le marché matières premières, ça fluctue, il y a des instruments de couverture, et puis votre client, il voit ce que c'est. Le Covid, il ne voyait pas ce que c'était. On ne savait pas combien de temps l'activité allait s'arrêter. Donc le client, il voulait bien vous donner un peu d'argent pour mettre un peu de gel hydroalcoolique et puis des masques pour les compagnons, parce qu'il ne voulait pas que les mecs tombent malades sur un de leurs ouvrages. Mais par contre, donner plus d'argent il ne voyait pas pourquoi il fallait donner plus d'argent. Donc nous, ça a été une période où ça a été très compliqué avec les clients et où financièrement c'était dur parce qu'on n'arrivait pas à récupérer les coûts supplémentaires qu'on avait. Donc je passe sur le Covid, on a parlé de matière un peu, et ce qui est assez marrant, c'est ce qu'on va retrouver, c'est cette hypersensibilité. Je vais vous parler du bois. On a parlé de politique tout à l'heure avec quand vous allez voir un élu, vous allez le voir avec une construction en bois. Là, l'élu, il va être charmé, ça va l'intéresser, ça va être l'image de sa ville, ça va être l'image liée à tout ce qui est environnemental, et ça va bien lui plaire. Et puis vous vous retrouvez sur une demande en bois, je veux dire au niveau de la partie construction, qui devient colossale. Et puis quand vous commencez à faire vos premiers chiffrages et puis à appeler vos fournisseurs en bois, là vous vous rendez compte qu'il n'y a plus de bois. Donc nous on s'est retrouvés sur des chantiers où le prix du bois, alors lié à cette hypersensibilité, Covid avec toute la partie, on va dire, tous les cargos qui étaient bloqués, donc il n'y avait plus de bois qui venait. Il y a beaucoup de bois qui vient du Canada, notamment d'Amérique du Nord. Donc il y avait toute cette partie chaîne logistique qui était bloquée. Donc le bois venait plus. Il y avait aussi toute la demande aux États-Unis, en Amérique du Nord et en Chine de bois. Vous avez une surdemande comme ça, puis vous avez je me rappelle, on étudiait les types de bois pour voir lequel on pouvait aller commander et lequel avait le plus augmenté en prix. Et on s'est retrouvé vraiment sur un marché où il y a toute une filière qui n'est pas organisée. En France, il y a un fonds pour développer toute cette filière bois, donc les forêts, et puis après toute la partie traitement du bois. C'est 50 millions d'euros à peu près par an. Alors vous voyez, pour alimenter toute une filière travaux et puis plus toutes les autres utilisations du bois, on s'est retrouvé vraiment sur une super demande, mais derrière, il n'y a pas de quoi fournir, et on se retrouve vraiment avec des inflations ou des prix qui sont assez impressionnants. Et cette hypersensibilité, il y a l'Ukraine. L'Ukraine, je vous prendrai l'exemple, on a parlé des matières premières, mais ça, je vais dire, c'est le jeu dès qu'il y a une crise politique. Les matières premières, on est habitué en travaux, et quand on va voir le client, les discussions se passent plutôt bien. Là-dessus, il y a des clauses dans les contrats, c'est prévu, donc on n'est pas trop embêté. J'ai quand même eu des clients qui m'ont surpris, parce que j'ai des clients qui lisent, vous savez, le rapport du groupe Eiffage. Et par exemple, j'ai un grand établissement bancaire qui est venu me voir en disant que dans la page 132 de mon rapport groupe Eiffage, c'était écrit que j'étais couvert en cas d'inflation forte des matières premières, et notamment l'acier. Et je lui ai expliqué que quand je fais une agence à Limoges, je ne prenais pas des instruments de couverture comme si je faisais un champ éolien offshore, je ne sais pas, dans le sud-est asiatique. Donc il y a des clients quand même qui restent surpris. Mais en Ukraine, nous, on l'a vécu au travers des pays, de nos implantations. Notamment, je vous parlais au tout début que moi j'ai une activité en Pologne.
en Pologne, moi j'ai vu des patrons qui me disaient, mais à Vélizy, nous, le siège d'Eiffage est à Vélizy, il me dit à Vélizy, vous comprenez rien. Nous, on est à quelques kilomètres, on entend les bombes qui tombent quand est tombé à 15 kilomètres à peu près de la frontière polonaise. Vous êtes dans votre tour à Vélizy et vous ne vous rendez pas compte de la situation. Donc j'ai eu des patrons, des directeurs financiers qui étaient vraiment inquiets de la situation. Alors, je veux dire, nous à Paris, on voyait à la télé, mais on n'avait pas le son, on n'avait pas l'image. Donc ça, c'était déjà une première image marquante. Et après, en Pologne, on n'a pas de compagnons, on n'a pas d'ouvriers en propre. En Pologne, c'est un système qu'on appelle des tâcherons. C'est-à-dire que vous prenez des gens, ils sont payés à la tâche. Et c'est un peu, vous définissez la tâche qu'ils ont à faire, et puis vous définissez le prix, et puis on appelle ça un tâcheron. Et il s'avère qu'en Pologne, ces tâcherons, ils sont à 90% ukrainiens. Et donc on s'est retrouvé au tout début de la guerre à financer des Uber pour emmener nos tâcherons à la frontière avec l'Ukraine, soit pour aller récupérer les familles qui fuyaient le pays, soit pour qu'ils partent aller se battre dans le pays. Et du jour au lendemain, en Pologne et au Benelux, on a perdu en Pologne 90% des gars qui devaient faire les travaux. Et au Benelux aussi, il y a beaucoup d'Ukrainiens. On a perdu à peu près une trentaine de pourcents de nos effectifs productifs, ceux qui sont sur les chantiers en train de produire. Donc ça a été vraiment quelque chose auquel on ne s'attendait pas. On n'aurait pas imaginé du tout cette situation. Après, l'hypersensibilité, on le voit, la crise de l'énergie. Bon, je vais dire chez Eiffage Construction, moi je suis mes consommations énergétiques. Je les suis pour, on va dire, tous les enjeux environnementaux de réduction de bas carbone. En termes financiers, bon, j'ai un contrat cadre et je m'en occupe pas plus que ça. J'ai une direction achat qui fait son job. Moi, je ne vais pas aller négocier l'électricité ou le gaz. Et puis, je vais dire, nous, c'est ce qu'on appelle des frais de chantier. C'est-à-dire quand vous mettez votre bungalow avec l'équipe de travaux qui est dedans, elle va se raccorder à l'électricité. Et puis, je ne sais pas, c'est 1 000 euros, 2 000 euros par mois. On ne regarde pas plus en détail. Et là, depuis 2 mois, on se rend compte que toutes nos factures sur tous nos chantiers, les 1 000, 2 000, 3 000 euros, maintenant c'est 30 000, 40 000, 50 000 euros tous les mois. Parce que en tant que particulier, on est protégé. Je vais dire le prix est réglementé. Par contre, en tant qu'entreprise, le x10 qu'on entend à la radio, moi je l'ai retrouvé dans mes comptes mensuels. Et maintenant, ça devient un problème. Alors, on n'en est pas au point d'arrêter les chantiers, mais on retrouve cette hypersensibilité partout. Dès qu'il se passe quelque chose, tout s'enflamme, tout va extrêmement vite. Et la conséquence de tous ces phénomènes, c'est que le prix travaux, il a pris, là en 6 mois, on a pris, je vais dire à peu près 15% de prix travaux. C'est-à-dire quand vous étiez en province, vous dépassez les 2 000 euros de coûts travaux au mètre carré. C'est des choses qu'on n'avait jamais vues. À Paris, en neuf, on est à 3 000, 3 500 euros du mètre carré. Et je ne vous parle pas de l'AREA parce que c'est spécifique, mais on a des coûts travaux qui sont passés de 2 500 à 3 500 euros du mètre carré en à peine 2 ans. Et c'est là où on va retrouver les problématiques après derrière de coûts de sortie. Parce que quand vous êtes promoteur immobilier, il faut acheter un foncier. Le foncier, on le voit tous, le prix des fonciers, que ce soit à Paris, mais surtout en province, les prix des fonciers ils se sont enflammés. Donc dans votre bilan de promoteur, déjà la partie foncier, elle est un peu plus costaud qu'avant. Et puis dans votre bilan de promoteur, il y a 50% de la charge qui va tomber dedans, c'est le coût de la construction. Et donc quand ce 50% prend 10, 15, 20% en l'espace de 2 ans, quand vous êtes promoteur, ça devient compliqué d'avoir une équation. Puis pour rentrer dans l'équation, qu'est-ce qu'il faut faire ? Faut augmenter le prix de sortie. Donc vous vous retrouvez avec des logements qui passent. Je vois en province, là hier dans mon comité IMO sur la région Grand Ouest, on arrive à sortir à 9 000 euros, 10 000 euros du mètre carré à Nantes. On arrive vraiment dans des sujets. Alors après, il y a des biens qui sont bien situés, il y a des biens d'exception et tout ça, mais on se retrouve quand même avec un coût travaux impressionnant. Donc à la fin, on se retrouve avec un impact en termes de marge, et puis au final, un prix de vente pour le client final qui n'est plus le prix attendu, que ce soit dans votre domaine ou que ce soit dans le vôtre. Oui, dans l'automobile, c'est impressionnant. Je n'ai pas trop parlé des prix, mais déjà,
le prix moyen de vente d'un véhicule avait progressé entre 2010 et 2020, donc avant la crise, de 19 600 € à 26 600 €. Enfin, déjà une progression considérable. Il y a un côté réglementaire, parce qu'il y a quand même énormément de nouvelles réglementations, etc. Et puis il y a un côté aussi de tendance un peu du marché. Depuis 2020, c'est impressionnant, l'augmentation des coûts et le basculement vers l'électrique. Un véhicule électrique, c'est intrinsèquement 40% plus cher, quoi. La batterie. Et ce qui est impressionnant, c'est que jusqu'à présent, dans l'automobile, on se disait une option à 15 € qu'on veut rendre systématique dans un véhicule, on se pose 15 fois la question. 15 €, ça paraît rien, mais voilà, on est quand même... Là, la batterie, les augmentations des cours des matières premières là, qu'on a connues de ces 6 derniers mois, c'est 3 000 à 4 000 € de plus. La batterie, simplement. On est dans des trucs de fou, quoi. Donc c'est vrai qu'un des grands problèmes, et je pense que c'est pareil dans le bâtiment, c'est que quand même le XXe siècle, ça avait été, disons, le projet de rendre accessible globalement la voiture à peu près tout le monde. C'est un vrai sujet aujourd'hui pour le futur. Et notre grande crainte, très clairement aujourd'hui, c'est que la fin du moteur thermique, c'est la fin du verrou technologique qui a permis à l'industrie européenne de résister jusqu'à présent, ce qui est quand même rare. Il n'y a pas beaucoup de produits de grande consommation qu'on a réussi à continuer à fabriquer à partir d'Europe. Et ben, on est en train de faire sauter totalement ce verrou. Et c'est vrai qu'avec les problématiques de pouvoir d'achat, on a du mal à voir qu'est-ce qui va empêcher l'arrivée, et on sait très bien que tous les acteurs se positionnent là-dessus, de véhicules chinois électriques de qualité, qui ne sont pas mauvais du tout, pour 10 000 ou 15 000 € de moins que ce qu'on est capable de fabriquer à partir d'Europe. Donc c'est vrai que la problématique du coût est une problématique absolument considérable. Elle rejoint le problème du pouvoir d'achat également, in fine. Alors, on a parlé là pour la France, très rapidement, parce que je vois que l'heure tourne, vous êtes passionnant, mais j'ose même pas vous arrêter. Mais du coup, on oublie des questions. Dans les autres pays d'Europe, la situation est identique ? Oui, le marché, d'une façon globale, au niveau de l'Europe, c'est pareil. Ce que je n'ai pas dit tout à l'heure, donc on avait eu 2020 avec le Covid, chute historique, 25%. C'est pire cette année. On est à moins 34% par rapport à l'avant-Covid. C'est-à-dire on est encore en fort baisse par rapport à l'année dernière et par rapport à l'année d'avant. Donc c'est vrai que c'est quand même assez impressionnant. C'est la 3e année de suite. C'est valable à peu près sur toute l'Europe. Ce que je peux dire, par exemple, ce qui a été intéressant de voir, c'est que la crise en Ukraine a eu un impact assez fort pour tous les constructeurs allemands, parce qu'on s'aperçoit que la fabrication des faisceaux de câbles, qui nécessitent beaucoup de main-d'œuvre, sont beaucoup faits en Ukraine, étaient faits beaucoup en Ukraine parce que la main-d'œuvre était moins chère même que dans les pays d'Europe de l'Est, là où en France, c'est plus appuyé sur le Maroc. Donc voilà, c'est intéressant de voir qu'à ces occasions-là, on voit finalement le choix des acteurs en fonction des proximités culturelles, géographiques et autres. Donc on a eu ces problématiques-là. Mais d'une façon générale, on est à peu près dans les mêmes problématiques dans tous les pays d'Europe. Merci. Et de l'autre côté, Julien, dans la construction ? Également, sur l'Europe, les problématiques sont les mêmes. Après, moi, elles sont plus tendues dans certains pays, et notamment la Pologne, parce que là où l'inflation en France, elle est, je vais dire, entre 5 et 6 là, à fin août, en Pologne, c'est tout x3. Donc quand vous avez 5 et 6 en France, vous avez entre 15 et 20 en Pologne. Globalement, après, sur mes autres implantations au Benelux, en Suisse, on se retrouve dans la même situation qu'en France. On retrouve les mêmes problématiques. Ok, merci. Alors maintenant, on parle de ces tensions et on voit que ça peut être relativement inquiétant. Est-ce qu'il n'y a pas une autre façon d'aborder cette situation avec un prisme différent ? Peut-on se dire que ces tensions sur la supply chain, est-ce qu'elles révèlent des opportunités, que ce soit au niveau même de la supply chain ou même au niveau de la filière ? Oui, il faut être résolument optimiste. C'est-à-dire, on peut se dire aussi, on est une période où toutes les cartes sont rebattues. Aujourd'hui, c'est des investissements de dingue qui doivent être faits, de toute façon, pour les nouvelles chaînes de valeur, dans l'électrique, dans l'hydrogène, l'électronique de puissance, puisqu'il y a énormément de choses à faire. Et c'est tout l'enjeu aujourd'hui d'essayer de voir comment la France peut se positionner de façon attractive pour attirer ces investissements. On n'est pas mauvais, on a des acteurs formidables, je veux dire, que ce soit nos constructeurs. Bon, Renault, qui est un peu en difficulté, mais qui a quand même un projet stratégique intéressant de localiser en France l'intégralité de sa chaîne de valeur du 100% électrique, notamment dans le nord de la France, avec un partenaire, donc Envision, pour la batterie. Donc il y a un grand projet d'usine de batterie.
Stellantis, justement, dans ses logiques de réinternaliser de la valeur, hein, a investi dans le cadre d'une société qui s'appelle ACC pour fabriquer, donc avec Total Energy et Mercedes maintenant qui s'est joint, donc une gigafactory de batteries donc dans le nord de la France. Et puis il y a un troisième acteur qui est Verkor. Il y a 2 ans, ce n'était pas gagné qu'on puisse avoir de tels projets, qui sont des projets très lourds, très structurants. Donc voilà, il faut les réussir. Alors moi, on a un atout qui est formidable en France, qui est qu'on a de l'électricité décarbonée. Or, la fabrication des batteries, ça consomme énormément d'énergie. Et on fait tout ça quand même pour réduire les émissions de CO2. Il ne faut quand même pas l'oublier. On est dans un truc de fou où on a des usines de batteries de LG qui se sont installées en Pologne plutôt avec une énergie extrêmement carbonée. Ça n'a pas de sens. Donc nous, il faut qu'on réussisse à faire valoir l'atout que nous avons, d'avoir de l'électricité décarbonée. Pas de chance. On est quand même dans un contexte où la France est vue comme un pays à risque à l'heure actuelle sur sa production d'électricité. Donc c'est quand même un truc un petit peu embêtant. Mais en soi, intrinsèquement, on a quand même une super opportunité. Ça a du sens en tant que tel. Donc c'est vrai qu'on a 3 grands projets. Ce n'était pas assuré avant. De la même façon, dans l'hydrogène, puisque le tout électrique, c'est toujours un moteur électrique, mais soit il est alimenté par une batterie, soit il est alimenté par une pile à combustible qui a comme rôle de transformer l'hydrogène en électricité. Donc c'est les 2 un peu voies et qui vont être sans doute un peu complémentaires. Là, pareil, on a des acteurs qui ont investi, les Michelin, les Forestia et autres ont investi fortement, Plasticomium également, parce qu'il y a beaucoup de savoir-faire à développer, les réservoirs, parce que pour l'hydrogène, c'est du 700 bars, donc il ne faut pas rigoler, c'est pas si simple que ça. Les piles à combustible, c'est très sophistiqué aussi. On a des acteurs en France qui se développent, qui prennent des risques. Moi, je trouve impressionnant. Aujourd'hui, beaucoup de nos acteurs sont obligés de prendre des risques considérables, mais c'est la seule façon de se positionner. Donc, c'est une course de vitesse, parce que tout va à toute allure. La réglementation qui, globalement, condamne tout ce qui n'est pas le 100% électrique en 2035, c'est demain. Enfin, c'est vraiment maintenant que ça se joue. Donc, tout le pari, c'est d'être capable d'avoir des ramp-up, des montées en puissance extrêmement rapides, sur des process quand même assez sophistiqués par rapport à des technologies qui sont beaucoup mieux maîtrisées, en tout cas pour les batteries, par les Chinois que par les Européens. Mais en même temps, aujourd'hui, fabriquer un véhicule électrique en Chine, c'est 190% d'émissions de CO2 par rapport à l'équivalent en Europe et en particulier en France. Donc vraiment, il faut qu'on y arrive. Donc ça, c'est quelque part la leçon apprise de ces tensions qu'on a vécues de manière très forte sur les supply chains dès le début. Donc c'est le retour de réflexion. Les constructeurs n'ont pas le choix. Enfin, leur cœur de savoir-faire, c'était le moteur thermique. On voit bien qu'aujourd'hui, dans un véhicule électrique, 40% de la valeur, c'est la batterie. Donc s'ils ne vont pas dedans, il ne reste plus grand-chose. La difficulté quand même des batteries, c'est que 60% du coût de fabrication de la batterie, c'est la matière première. Et cette matière première, on n'en a pas du tout la maîtrise. Non seulement, évidemment, les mines ne sont pas en Europe, et d'ailleurs, même si on en a du lithium et ça, autant on veut des véhicules électriques, mais on ne veut pas ces activités qui ne sont pas très propres. Donc c'est quand même une des difficultés qu'on a en Europe, de la cohérence de tout ça. Mais le pire, c'est même pas uniquement la mine, c'est le raffinage, qui est une étape indispensable, le raffinage des minerais. 60% est fait en Chine aujourd'hui. Et c'est vraiment tout le sujet. C'est-à-dire qu'il faut qu'on voit comment toutes les étapes de la chaîne, on arrive à remettre un pied au niveau des mines, au niveau du raffinage et évidemment ensuite des batteries. Et ça, c'est pas gagné, parce qu'on voit bien à quel point la guerre en Ukraine a conduit à des fluctuations de cours considérables. Et c'est vrai que la part sur laquelle les fabricants peuvent avoir une certaine maîtrise est quand même assez limitée. Donc c'est un pari, il faut le faire, et on est fortement aidé par les autorités publiques, que ce soit au niveau national, au niveau européen, ce qu'on appelle les IPCEI, c'est des grands programmes de soutien justement sur des secteurs stratégiques. Donc l'automobile est au cœur de beaucoup de ces grands programmes, en fait, donc c'est très intéressant et il faut y aller, mais en même temps, on sait que c'est à risque. Parce que on voit bien d'ailleurs que les Chinois et les Coréens, qui sont extrêmement forts, investissent aussi eux-mêmes lourdement. Là, il y a eu CATL, qui est un des grands leaders chinois, qui vient d'annoncer un investissement de 7 milliards en Hongrie. Alors la Hongrie, pareil, très honnêtement, en termes de décarbonation, c'est pas forcément... c'est ça un peu notre problème. C'est qu'aujourd'hui, en plus, le nucléaire est mal vu, notamment des Allemands. Il faut quand même voir que certains constructeurs allemands refusent qu'on prenne en compte dans les calculs d'empreinte carbone
l'électricité décarbonée qui vient du nucléaire, quoi. Enfin, on est dans un jeu compliqué. On a des vrais atouts, acteurs industriels, énergie décarbonée et autres, mais on est dans une période quand même d'assez grande fragilité. Donc voilà, beaucoup d'opportunités. J'ajoute peut-être, dernier point, les compétences. Un des aspects mais majeurs qu'il va falloir réussir à traiter, c'est comment effectivement on est capable d'assurer un peu la montée en compétences pour aller vers ces nouvelles activités. Il faut voir que le moteur thermique, aujourd'hui, c'est 50 000 emplois encore en France, donc qui vont disparaître purement et simplement. Donc il y a une énorme reconversion à faire. On a notamment dans les Hauts-de-France donc une grande concentration de grands projets. Donc là, on a des programmes collectifs qui sont mis en place, mais c'est vrai que ça reste compliqué parce que ça doit aller très très vite et sur des volumes qui sont vraiment importants. Voilà, enfin en tout cas des beaux défis. Merci Marc. Julien, alors je regarde en parallèle un petit peu le timing. Il nous reste 6 minutes et on n'est pas du tout dans les clous de ce qu'on devait dire. Enfin, on a beaucoup de choses encore à dire, mais alors allons-y sur les opportunités qui se révèlent. Le bon côté des choses en fait. Ouais, nous c'est malgré tout ce qu'on s'est dit, c'est une super période. Je veux dire au quotidien, parce que quand vous êtes entrepreneur, c'est ce que je vous disais, quand vous allez voir le client, le climat actuel fait que le client il veut pas avoir de clause de révision, de trucs comme ça, donc vous allez dealer avec lui. Vous allez dealer 1 million, 2 millions, 3 millions, 5 millions, puis il dit ouais tu viens pas me revoir, je te file ça et on n'en parle plus. Et quand vous êtes entrepreneur, on adore ça parce que on sait qu'on prend des risques sur certaines matières, mais on sait qu'il y a des sujets qui vont bien tourner. Et puis un chantier, ça dure dans le temps. Donc s'il y a quelque chose qui se passe mal à l'instant T, on peut patienter. On a toujours un peu ce délai-là. Et donc quand vous êtes entrepreneur, c'est une période qui est sympa. Et moi, je le vois, quand je fais les comptes mensuels avec les gars de travaux. Il y a toujours un truc sympa, on se prend des claques aussi, mais c'est un truc qu'on aime bien. Et après, les opportunités pour un groupe comme Eiffage et ma branche Eiffage Construction, elles sont, je vais dire, incroyables parce que vous avez tous les sujets de réhabilitation qu'on évoque. Les sujets de réhabilitation, c'est ce que je vous ai dit, il faut une expertise, il faut de la compétence. Et ça, moi, je l'ai chez moi. J'ai mes ingénieurs, ça on sait faire. Et plus il y aura de chantiers comme ça, plus nous, on va y aller, plus on va apprendre et plus meilleur on sera sur ce domaine-là. Et les chantiers vont être colossaux, que ce soit le tertiaire ou le logement. Je veux dire, on a tout un marché devant nous. On a toute la partie industrie qu'on a évoquée. Pour ST Microelectronics, j'ai commencé l'année dernière avec ce qu'ils appelaient le Gateway 1. Gateway, c'est une sorte de grand couloir, un grand hangar, où en fait, globalement, nous, chez Eiffage, moi je fais pas grand-chose. Un hangar, c'est à peu près 20 millions de travaux. Je fais la dalle en béton, je fais les murs. Et puis après, avec mes collègues d'Eiffage Métal, eux, ils font toute l'armature métallique qui est au-dessus. Et Gateway 1, là je suis au 7e avec ST Microelectronics à Crolles, là-bas, et on a remporté... Et on compte sur eux. Et on a remporté le marché de 140 millions là au mois de juin avec ST Micro, avec la pharmacie aussi. Je recommence là en Occitanie, on fait des usines pour l'industrie pharmaceutique. Donc tout ce qui est industrie, ce que je disais... Réindustrialisation en fait. Ouais, le fait que l'industrie revienne, notamment en France, et puis en Europe en général, parce que j'en ai aussi en Belgique, en Pologne. Et là où je faisais une centaine de millions il y a 5 ans, là je vais atteindre les 300-400 millions cette année. Et je pense qu'on est qu'au début. Et après, on n'a pas parlé du coût de l'argent. Mais ça va être une menace mais je vais dire pour les investisseurs particuliers, notamment pour acheter mes appartements et tout ça. Par contre, moi j'ai un modèle de promoteur-constructeur, c'est-à-dire que j'ai une activité de construction, une activité de promotion. La construction m'amène beaucoup de cash. Je veux dire, c'est dans la profession, c'est comme ça. Moi, globalement, j'ai près d'1 milliard de cash qui vient de cette activité de construction. Et la promotion, je vais aller acheter des fonciers, donc je vais consommer du cash. Et le fait d'avoir cette double casquette, mon activité de construction me permet de financer mes fonciers qui vont me permettre de reconstruire derrière. Et donc c'est un cercle vertueux. Et le fait que l'argent devienne plus cher,
pour moi, ça va remettre des barrières à l'entrée vis-à-vis d'autres promoteurs ou des plus petits promoteurs qui, eux, vont se retrouver avec des difficultés de financement. Et moi, je sais que dans les mois à venir, je vais récupérer tout un tas d'affaires comme ça, parce qu'il y en a qui vont jeter l'éponge, ou ils vont vendre, ou ils ne pourront pas faire tout seuls. Parce que moi, j'aurai la capacité d'aller acheter, je sais pas, un foncier à Boulogne à 200 millions d'euros, et on sera peu à pouvoir faire ça. Et ça va vraiment être une super opportunité pour mon activité immobilière aussi, je pense. Alors pour FH, oui, pour d'autres peut-être moins. Ah ouais. Alors, on approche de la fin. On va bientôt passer aux questions-réponses, enfin aux questions de la salle et puis ceux qui sont à distance. Avant d'en arriver là, mais simplement pour que vous puissiez poser ou préparer vos questions, je voudrais vous demander votre vision en termes de perspective. Comment vous voyez le moyen terme futur ? Nous, d'un certain côté, la route, elle est tracée. C'est très réglementé. On bascule vers l'électrique. Des investissements absolument considérables. Encore une fois, on a des atouts. On va avoir des secteurs qui vont être gagnants. Et puis on a, dans le domaine de la fonderie, de la forge, du décolletage, c'est vrai que faire un moteur électrique, c'est beaucoup plus simple qu'un moteur thermique. Donc oui, il y aura de la casse aussi, c'est certain. Notre grande préoccupation aujourd'hui, c'est... Le problème n'est pas tellement de fabriquer un véhicule électrique. Le problème, ça va être les bornes de recharge. C'est-à-dire, le problème, ça va être qui va les acheter, quoi. Il y a le prix, on l'a évoqué, mais il y a aussi voilà, tous les problèmes des infrastructures. Et c'est là où on a quand même une petite difficulté avec le gouvernement, parce que c'est facile de prendre des réglementations qui accélèrent sans cesse le rythme par lequel on doit basculer vers le tout électrique. C'est un peu plus compliqué de créer les conditions pour que les infrastructures se mettent en place. C'est gigantesque, les investissements à faire. Ils ne sont pas immédiatement rentables. Donc ça pose quand même un peu la question de l'œuf et de la poule, puisque effectivement, il faut quand même que l'infrastructure soit en place pour pouvoir... Aujourd'hui, on touche quand même pour beaucoup des gens qui ont au moins 2 voitures, dont l'une reste thermique pour beaucoup d'entre eux. Il faut qu'on arrive à basculer. On a les problèmes des copropriétés. Pour le moment, ça reste un énorme sujet. C'est très, très lent. Il y a encore très peu de copropriétés qui sont équipées. Et puis, les puissances électriques qu'il faut apporter sur les aires d'autoroute, par exemple, d'autant qu'arrivent derrière les camions, puisqu'on va avoir aussi quand même le développement pour partie des camions électriques. Alors, batterie ou hydrogène. Donc, il y a à la fois le bon côté, c'est qu'on a une certaine lisibilité sur vers où on va. Par rapport d'ailleurs à ça, la réglementation, à titre personnel, je pense qu'elle est nécessaire pour pouvoir basculer, parce que ce n'est pas naturel. Par contre, moi, ce que je reproche beaucoup, c'est cette réglementation extrêmement idéologique qui fait du véhicule électrique la solution unique. Ça, je pense que dans le contexte dans lequel on est, on bascule d'une dépendance, des énergies fossiles, mais vers une dépendance qui va être encore plus aiguë sur les matériaux stratégiques. Donc ça, c'est quand même un vrai sujet, parce que je trouve que l'Europe, en soi, a raison de vouloir aller vite, etc., mais je pense n'a pas mis en place les outils nécessaires pour défendre ses intérêts. Voilà. Et pour finir peut-être là-dessus, un des trucs, moi, qui je trouve assez symptomatique, les Américains, avec Joe Biden, donc, est en train d'y aller aussi. C'est une tendance un peu mondiale, mais moins idéologique du seule solution. Et en plus, il prévoit donc un dispositif de bonus pour les véhicules électriques comme on l'a en Europe, sauf que lui, il le réserve uniquement aux véhicules fabriqués aux États-Unis. Grand cri d'orfraie, c'est contraire aux règles de l'OMC. Mais l'Europe, au lieu de faire la même chose, si elle veut à un moment ou à un autre avoir un dialogue, menace de peut-être poursuivre les États-Unis devant l'OMC qui mettra 10 ans avant de monter le jury, etc. Voilà, moi c'est ça que je trouve très compliqué aujourd'hui, c'est qu'on fonce à toute allure dans un contexte où on a beaucoup de fragilité. Donc oui, on a des opportunités, oui, on se démène, et je pense qu'on n'a pas à rougir des projets effectivement qui émergent. Je crains que la rapidité avec laquelle on nous impose de basculer vers toutes ces technologies sur lesquelles les Asiatiques ont 10 ans d'avance ne se traduisent par de grandes difficultés pour notre industrie. Voilà, c'est pas sûr, mais franchement, le risque est considérable. Voilà. D'accord, donc une vraie épée de Damoclès. Si je résume, on a une feuille de route qui est claire, on a les infrastructures à mettre en œuvre, et un gros warning sur la vulnérabilité et le manque d'autonomie qu'on peut avoir, c'est-à-dire qu'on ne retient pas les leçons
de ces tensions de supply chain. Moi, je pense qu'on est dans des Covid. injonctions contradictoires très compliquées à gérer d'ailleurs, hein, parce qu'effectivement, bon, le réchauffement climatique, il est là, le transport est effectivement quand même une source d'émissions de CO2 qui est importante. Moi, ce que je reproche, c'est que on s'intéresse, on fait semblant de faire du moins 100% de CO2 sur les véhicules, puisque c'est du zéro émission, sauf qu'on ne regarde pas l'ensemble de l'analyse du cycle de vie. Et c'est ça, moi, et très honnêtement, par rapport à ça, les Allemands ne nous aident pas, parce que les Allemands, aujourd'hui, ont quand même une énergie très carbonée, donc ils n'ont pas trop envie de regarder un peu l'ensemble de... Mais c'est ça, pour moi, le problème. C'est-à-dire, on est dans une société, effectivement, c'est très tendu et autres. Je pense que les gens sont prêts à faire des efforts, mais à condition que cette transition, elle ait du sens. C'est-à-dire qu'on aille vraiment... et qu'on ne perde pas l'objectif, c'est de baisser les émissions de CO2. Or là, je disais tout à l'heure, la fabrication d'une batterie, ça consomme énormément, ça émet beaucoup de CO2, ça consomme énormément d'énergie. Bon, donc voilà, il faut absolument qu'on regarde le bilan global. Aujourd'hui, concrètement, fabriquer et rouler en tout électrique en Pologne n'a aucun sens sur le plan CO2. Voilà, donc c'est, encore une fois, le discours n'est pas du tout d'être contre la tendance vers l'électrique, on n'a pas le choix, et je pense que c'est une très bonne solution pour toute une série d'usages. En faire la solution unique, ça me paraît vraiment problématique. Ok, alors Julien, de votre côté, les perspectives moyen terme? Les perspectives, bon, je vous en ai parlé. Pour moi, il y a de l'activité en Europe, ça, au côté travaux, au côté logement, on aura forcément de l'activité. Moi, ce qui m'inquiète plus, c'est l'humain, c'est nos collaborateurs avec cette hypersensibilité, ces crises à répétition. On le voit, les burn-out, le turnover et tout ça, ça fait quand même très mal. Et après, dans ces transformations de métiers qu'on a, je vois, nous, on forme des compagnons, au lieu de couler du béton, ils se mettent à poser des poutres en bois, à travailler le bois. Ça se passe très très bien. Par contre, on est dans une filière qui est complètement... je dirais dévalorisé. Je veux dire, maintenant les jeunes, aller les voir pour être dehors quand il pleut, pour aller construire un bâtiment, ça les intéresse pas du tout. Et il y a un vrai sujet de compétences, de renouvellement des compétences. Et si je regarde, moi, là, sur les 5 dernières années, on avait 5000 compagnons chez Eiffage en France, chez Eiffage Construction. J'en ai plus que 4000. Tous les ans, j'en ai 200 qui partent. Et là, alors, il y a des efforts colossaux qui sont faits, c'est-à-dire au niveau ressources humaines, avoir, je veux dire, une direction des ressources humaines, avoir des équipes locales. On a maintenant, dans chacune de nos régions en France, on a ce qu'on appelle un RH compagnon, c'est-à-dire quelqu'un qui est là que pour recruter des compagnons, qui va dans les écoles, qui va dans les CFA, qui va partout. Mais c'est vrai qu'il y a un problème d'attractivité et on a tout un sujet un pan de compétences là où en fait on se retrouve plus à embaucher, je veux dire, des étrangers, des Marocains, des Algériens, des Ukrainiens qui viennent bosser chez nous parce que ces métiers-là sont complètement dévalorisés. Et je trouve que construire, c'est un bel acte et c'est dommage. Moi, je trouve que c'est dommage qu'on n'arrive pas à vendre plus cette filière, surtout qu'il y a énormément de boulot derrière et que c'est passionnant. Merci Julien. Alors il est 10h06, on a un petit peu dépassé de 6 minutes le délai imparti. Simplement, est-ce que dans la salle vous avez des questions auxquelles nos deux experts seront ravis de répondre? Et effectivement, la demande des deux experts, c'était d'avoir aussi des témoignages de votre part sur vos propres activités. Voilà. Marc, moi j'avais deux questions sur le. Est-ce que, je veux dire, dans ce que tu as décrit, est-ce qu'il peut y avoir aussi des sujets de tension qui, nous on l'a constaté, moi je suis un fournisseur sur le faisceau de câbles, qui sont liés à des évolutions d'organisation des constructeurs sur les fonctions achats, je pense des groupes comme Stellantis, où nous, ça peut devenir extrêmement compliqué en termes de lisibilité et, je veux dire, facteur d'accentuation finalement des à-coups. Ça, c'est une première question. Et la deuxième, qui est plus sur l'évolution du marché, est-ce qu'il peut y avoir, tu vas parler de ça, après la guerre, on a eu quelques petits véhicules, la 4 chevaux, la coccinelle pour les Allemands. Est-ce qu'à un moment donné, un véhicule
de masse frugale et pas une question qui va se poser pour que le marché rencontre, je veux dire, compte tenu de l'évolution du prix des véhicules. Alors, sur la partie achat dans l'automobile, bon, moi j'avais été très marqué en 2008-2009, pendant la crise assez violente, la force des témoignages de beaucoup de fournisseurs sur la façon dont ils étaient traités par les donneurs d'ordre. Enfin, c'est poignant. Bon, c'est malheureusement, on ne peut pas dire que les choses soient plus cool aujourd'hui par rapport à ça. Une chose que je trouve intéressante quand même, je ne sais pas si tu as noté chez Stellantis, ils ont changé d'ailleurs de directeur achat. Non pas que ça va être en soi plus cool, mais je pense qu'ils se sont rendus compte qu'une approche toujours extrêmement rude, extrêmement agressive et haute avait eu quand même pour eux des conséquences de pas forcément, par rapport à des périodes de pénurie, d'être servi le premier par rapport à d'autres clients. Et très clairement, leur discours aujourd'hui, encore une fois, ça ne veut pas dire que ça va être en soi, mais est de dire qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse pour que mon fournisseur, s'il ne peut pas fournir tout le monde, ait plutôt envie de me fournir. Je trouve que ce n'est pas inintéressant. Et je trouve qu'aujourd'hui, il y a un certain effort qui est fait par rapport à ça. Et je pense que tout ce qui se passe est quand même... Enfin, les conséquences de cette pénurie de semi-conducteurs sont quand même assez impressionnantes, quoi. Et je pense qu'ils sont en train quand même de se dire qu'avoir un certain nombre de fournisseurs de proximité dans des zones où il n'y a pas trop de risques géopolitiques est quand même un élément à prendre davantage en compte. Plus le CO2 qui va quand même rentrer en ligne de compte, qui est également ça. Donc voilà, il ne faut pas être naïf. De toute façon, on restera dans des logiques difficiles parce que justement, on a cette problématique de prix et d'inflation. Mais globalement, j'ai quand même un petit espoir qu'il y ait on voit bien qu'on est allé de grande crise en grande crise tous les 10 ans et ça se paye quand même. Donc ça mérite d'être regardé. Après, effectivement, le sujet du petit véhicule, on a le débat d'ailleurs à l'heure actuelle, un peu d'ordre politique, sur la mise en place d'un leasing social pour permettre à ceux qui n'ont pas les moyens d'aller vers l'électrique, d'accéder par des formules de leasing vers des véhicules électriques. La grande difficulté qu'on a, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, nos constructeurs, pour pouvoir continuer à fabriquer en France un certain nombre de modèles, sont plutôt vers des modèles à haute valeur ajoutée, un peu haut de gamme, et que du coup, c'est vrai que le projet de faire des petits véhicules qui ont évidemment tout à fait leur logique et leur sens, se heurte aussi à cette problématique. Et on sent que on a un peu cette difficulté. Vouloir faire des petits véhicules électriques à un prix accessible et qui soient sur le plan environnemental vertueux, oui, c'est évidemment ce qu'on souhaiterait. On voit bien que Renault avait été beaucoup dans cette logique à une époque. Aujourd'hui, on revient un peu et plus sur une question de valeur. Donc voilà, alors en même temps, Renault a quand même ce projet de faire tous ces véhicules électriques, y compris la R5 électrique, la R4 électrique, à partir de Douai. Donc espérons qu'on y arrive. En tout cas, c'est vraiment la stratégie qui est développée. Voilà, la question sera de savoir si on est capable de le faire à un prix qui permet effectivement de correspondre aux besoins des clients. Mais effectivement, c'est clair que, en tout état de cause, le basculement du thermique vers l'électrique ne va pas en lui seul suffire à régler les problèmes de décarbonation de la filière. Il faut évidemment moins de véhicules, davantage partagés, réduire si possible effectivement les kilomètres parcourus, essayer effectivement... Et le problème, c'est qu'avoir des plus petites batteries nécessite d'avoir un réseau de recharge dense. Et pour le moment, c'est un peu le problème qu'on a aussi. Merci Marc. J'espère que la réponse vous a satisfait. Une autre question qui vient effectivement des personnes à distance, peut-être une question nature de granularité assez large que je vais vous adresser, Julien. Est-ce qu'il est possible de partager quelques bonnes pratiques pour faire face à cette pénurie ? Bon, globalement, nous, déjà dans la partie travaux, ce que les gars ont fait, c'est que maintenant, on stocke beaucoup plus. Avant, on bannissait tous les stocks pour éviter d'immobiliser de la trésorerie. Maintenant, quand je passe sur un chantier, les gars, ils ont anticipé, ils ont stocké forcément un peu plus. Je vois j'ai toute une partie de production bois, toute l'esplanade à l'extérieur est remplie de stocks de bois. Et dès que le bois baisse un peu en prix, on réapprovisionne, on restocke. Alors ça, je vais dire, c'est le plus simple à faire, mais c'est ce qui a été fait.
Et après, dans ce qui a été évoqué, c'est la relation avec les fournisseurs. C'est-à-dire que nos patrons achats et dans nos échanges avec les fournisseurs, on les traite bien. Je veux dire, le but du jeu, c'est d'être bien servi. Donc ça va être des conditions de paiement plus favorables, ça va être des contrats cadres qui vont être diversifiés, c'est-à-dire qu'on ne va pas mettre tous les œufs dans le même panier, on va chercher à diversifier, et puis là c'est de la relation fournisseur au quotidien, de manière à éviter les litiges et puis à pouvoir saisir les opportunités, quoi. D'accord, merci Julien. Juste un témoignage pour les semi-conducteurs. Ce qui a été intéressant, c'est qu'on a encouragé quelque chose qui ne se faisait pas avant, des relations tripartites ensemble entre constructeurs, tier one et le fabricant de semi-conducteurs. Ça n'existait pas, en fait, quasiment pas. Pour que le fabricant de semi-conducteurs ait une meilleure vision des besoins de moyen terme, voilà, ça n'existait pas trop. Et je pense que ça se développe de plus en plus. C'est-à-dire la pratique où voilà, le constructeur avait plutôt tendance à traiter avec son tier one tout seul. Et de plus en plus, il y a une volonté quand même de mieux rentrer dans la compréhension de l'ensemble de la chaîne et d'avoir des contacts directs avec les éléments clés qui vont intervenir. Donc ça, je pense que ça fait partie aussi des choses. Et puis on voit même dans l'automobile réapparaître un petit peu l'idée d'un certain nombre de stocks, éventuellement sur un certain nombre d'éléments critiques. Voilà. Donc moi, ce que je note et qui est similaire dans les deux secteurs, c'est effectivement l'apparition de nouveaux comportements. C'est-à-dire qu'on va traiter l'autre différemment. C'est pas juste une pièce dans un rouage. C'est quelqu'un qui peut apporter une solution différente à un moment donné. Avec malgré tout toujours cette problématique de tension sur les prix qui est tellement forte que voilà, ça reste quand même compliqué, quoi, les relations au sein de la filière. Mais je dirais, aujourd'hui, nous, ce qu'on remarque, c'est que les fournisseurs ont toujours eu des relations assez dures avec leurs donneurs d'ordre. Mais aujourd'hui, ils témoignent que c'est presque pire avec leurs propres fournisseurs d'acier. C'est des oukases. Si tu n'acceptes pas 300 € de plus d'ici ce soir, tu n'es pas fourni. Voilà, on est dans un truc où on a beaucoup d'entreprises qui sont prises en sandwich et c'est extrêmement difficile à vivre, mais c'est quand même intéressant à voir, quoi. Enfin, on est à l'heure actuelle dans un contexte où je trouve que voilà, dès qu'il y a quelqu'un qui a le pricing power, comme on dit, il en profite. Et il en profite pourquoi ? Parce qu'à juste titre, il dit, mais moi, de toute façon, j'ai tellement d'investissements à faire dans le domaine de l'acier, de l'aluminium. La décarbonation va nécessiter des investissements considérables. Donc voilà, à chaque fois, on est un peu dans ces logiques-là. Et du coup, c'est vrai que ça devient compliqué. Le seul élément un peu positif, c'est que les constructeurs se rendent compte eux-mêmes de la difficulté de leur dialogue avec les fournisseurs aussi, d'acier, etc. Donc, rentrent dans une certaine compréhension, malgré tout, des difficultés rencontrées par leurs propres fournisseurs, quoi. Et on va retrouver cette entraide, je veux dire, c'est-à-dire Eiffage Construction, c'est, je vais dire, c'est une branche qui fait 4 milliards, mais pour moi, c'est entre 50 et 60 PME, parce que c'est des implantations qui sont très locales, qui font travailler un tissu qui est très local, c'est des petits sous-traitants, et on voit ce pricing power, c'est-à-dire que maintenant, nos sous-traitants, c'est nous qui achetons la matière pour eux. Comme ça, on a nos prix, parce que nous, on a cette capacité à négocier. Ils ne sortent pas la trésorerie. Comme ça leur évite des difficultés. Et puis, on les accompagne. S'ils ont des difficultés, on les paye au cul du camion. Parce que nous, le plus gros risque qu'on a, c'est la défaillance de sous-traitants. Parce que ça fait très très mal au compte, parce que vous perdez ce qui a été fait en général. Et puis, le sous-traitant qui arrive après, bizarrement, il est 2 fois plus cher que le précédent. Donc, il y a vraiment ce phénomène de tissu, d'entraide. Et c'est agréable, je vais dire, à voir. C'est-à-dire que nous, on a moins on se fait maltraiter. Je veux dire, pour acheter des aciers, ça, on l'a vécu. C'est-à-dire, si vous achetez pas tout de suite, si vous sécurisez pas avec le virement, vous serez pas servi. Ça, moi, je le vois avec de gros fournisseurs, surtout quand il y a eu les tensions là en février et mars. Par contre, après, dans le tissu local, il y a vraiment, je vais dire, c'est presque une entraide. Je qualifierais ça d'entraide. Alors, ça fait un peu la transition avec un point que vous aviez évoqué tous les deux dans le cadre des discussions qu'on avait eues en amont sur un mot qui avait été utilisé et qui déroge un petit peu en général au vocabulaire que l'on a. On parle toujours de supply chain, de BFR, d'impact marge, de pénurie. Mais vous me parlez également d'un aspect qui devenait de plus en plus général, c'est la fatigue humaine au gré de ces crises qui se succèdent. Et vous le ressentiez chez tous les acteurs en fait. C'est sûr que déjà avec le Covid,
les réunions de crise en webinar en permanence, c'est vrai que c'est un peu fatigant. Et c'est vrai que pour l'automobile, ce qui est dur, c'est qu'on n'est jamais sorti de crise. C'est-à-dire on les additionne, les crises. Voilà ce que je n'ai pas évoqué. Par exemple, à un moment, les semi-conducteurs, il y a eu une difficulté parce qu'on s'aperçoit qu'après la fabrication côté fonderie à Taïwan, ça part en Malaisie pour l'empaquetage, etc. Et hop, il y a eu le Covid en Malaisie. Il y a eu, voilà. Donc du coup, sans arrêt, il y a des nouveaux éléments à prendre en ligne de compte. Et c'est vrai qu'encore une fois, c'est très compliqué parce que c'est la somme de plein de petits éléments qui permettent de faire le véhicule. Il suffit qu'il y ait une chose qui... Et du coup, c'est en permanence. Il y a plein de choses qu'on ne voit pas, qui n'est pas l'élément qui bloque, mais qui nécessite en permanence de la gestion de crise pour pouvoir trouver des solutions, quoi. Donc oui, il y a une grosse fatigue humaine, moi ça je le ressens quand même beaucoup, dans une problématique où en même temps on a le sujet de l'attractivité quand même pour l'automobile comme pour la construction et beaucoup de domaines. Donc on a aussi besoin quand même de donner envie parce que fondamentalement, moi je pense que l'automobile vit une période qui est en même temps absolument fascinante. Le nombre de nouvelles technologies, d'innovations, d'évolution, c'est absolument passionnant. Et encore une fois, pour moi, c'est un domaine qui a un grand avenir. Il y a énormément de développements nouveaux. On imagine ce que va être le véhicule, le temps qu'on passe dans le véhicule, les services qui vont être apportés. On voit bien qu'on commence à parler beaucoup un peu du contenu avec les véhicules de plus en plus automatisés, etc. Il y a plein d'éléments. On voit bien que maintenant, de plus en plus, les véhicules, ils vont être mis à jour sur le plan logiciel, ce qu'on appelle over the air, comme nos smartphones. Donc on voit bien qu'on peut imaginer d'enclencher une option juste pour le week-end, parce que je vais faire tel genre de truc, voilà, parce que c'est maintenant à partir du logiciel qu'on va pouvoir débloquer un certain nombre de fonctionnalités. Donc on voit bien qu'il y a et puis la gestion de flotte, on va de plus en plus ne plus être propriétaire de son véhicule, de le partager d'une façon ou d'une autre. Voilà, il y a plein de métiers nouveaux, c'est passionnant. On ne sait pas très bien là-dedans, par rapport aux acteurs traditionnels, aux nouveaux acteurs, qui va prendre ces nouvelles parts de valeur. C'est ça qui est intéressant. Et on voit bien que les constructeurs eux-mêmes essayent de beaucoup se développer dans le domaine des services. Est-ce qu'ils vont y arriver? Est-ce que ça sera les meilleurs là-dedans? Leur image de marque peut jouer. Voilà. Mais tout ça est absolument passionnant. Mais pour ça, on a besoin d'hommes et de femmes qui ont envie de travailler dans ce domaine. Et tout le côté aussi écologique et les attentes, les aspirations des jeunes, c'est vrai qu'il y a un sacré boulot à faire pour montrer que c'est une industrie qui n'est pas en soi le problème par rapport au sujet de la transition et du réchauffement climatique, mais qui apporte des solutions, quoi. Donc voilà, c'est aussi tout ce jeu-là qu'il faut réussir à mener. Et on va avoir le mondial de l'automobile très bientôt pour essayer de montrer combien tout ça bouge. Merci. Julien, un mot sur cet aspect humain. Moi, je dirais que c'est les managers et les patrons. Le job, il est considérable parce que je vois quand vous êtes dans les travaux, vous avez des matières qui sont plus disponibles, vous avez des prix de matières qui s'envolent. On l'a pas évoqué, mais j'ai eu beaucoup de difficultés d'être payé par nos clients. Nous, on fait par exemple, avec des clients que j'aurais pas imaginé. C'est-à-dire, je me suis retrouvé à faire des calls avec le DG de Gaumont. Parce qu'il ne voulait pas me payer la coque du cinéma qu'on avait fait, parce que lui, il n'avait plus personne qui allait au cinéma, les cinémas étaient fermés, il n'avait plus de rentrée de cash, il ne pouvait plus aller voir ses banquiers. Donc on s'est retrouvé dans des situations avec des gros clients qu'on n'aurait pas imaginé. Et c'est sûr que la pression, c'était du matin au soir, il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Et c'est là où nos managers... Nous, on les a fait beaucoup coacher, on les accompagne beaucoup. Il y a beaucoup de moments de convivialité qui sont organisés pour qu'ils puissent couper, pas être emmerdés pendant les vacances, qu'ils aient vraiment ces ruptures-là, parce que on est dans un truc qui est hyper sensible et tout prend tout de suite de l'ampleur. Et je vais vous le prendre un cas, nous, qui a été saillant chez Eiffage et chez Eiffage Construction, c'est le télétravail. Quand vous avez des compagnons qui tous les jours vont sur les chantiers, on ne se voyait pas mettre nos gars de bureau en télétravail à 100%.
Donc on a eu beaucoup d'échanges avec eux et tout ça, de manière à développer le télétravail, mais sur les chantiers. C'est-à-dire qu'on a des gens qui, c'est moins loin que le bureau habituel, ils vont aller travailler dans des bases vies, dans des trucs qui sont quand même organisés de manière à ce qu'il y ait ce qu'on appelle ce travail à distance, mais sur des locaux FH, de manière à être en contact avec les compagnons et pas créer de rupture, parce qu'on ne voulait pas un monde, on va dire, à deux vitesses, où les mecs, il y a des mecs qui sont tout le temps dehors et puis des mecs qui restent à la maison. Ça aurait créé, il ne faut pas qu'on crée de scission comme ça. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de transformations. Et maintenant, être patron, être manager, on en parlait hier soir. Avant, un directeur régional, chez moi, le pilote d'une région, avant, c'était globalement 70% d'externes et 30% d'internes. C'est-à-dire que son boulot, son job, c'était d'aller à l'extérieur, voir les clients, voir les politiques et tout ça. Et le constat maintenant, c'est que c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'on s'occupe beaucoup plus des collaborateurs. C'est-à-dire que nos managers, en permanence, ils voient des collaborateurs en interne. Et puis après, ils vont faire un peu d'externe. Forcément, il faut faire un peu de commerce. Mais ça a vraiment changé en 10 ans, cette tendance-là. Bref, une très très forte transformation. On arrive près de la fin. Je ne sais pas s'il y a une dernière question qu'on peut prendre. Et à défaut, je demanderai à nos deux intervenants de faire un mot de conclusion. Donc je ne sais pas s'il y a une question dans la salle. Une fois, deux fois, trois fois, jugé. Écoutez, est-ce que vous souhaitez avoir un petit mot de conclusion, Marc et Julien, pour clore ce débat? Moi, je dirais simplement, par rapport au métier que vous avez, moi, une des choses que je ne maîtrise pas bien aujourd'hui, c'est l'état un peu global des entreprises de la filière. C'est-à-dire, on sort d'une période où il y a eu énormément de soutien public. Et du coup, les entreprises ont quand même plutôt pas trop mal résisté, malgré des baisses de volume considérables et les stop and go et tout ce qu'on a décrit. On est assez inquiet quand même, disons, pour un certain nombre d'entreprises, celles qui étaient déjà en situation un petit peu fragile. La bonne chose, je dirais, c'est que quand on est rentré en crise Covid 2020, les entreprises sortaient de plusieurs bonnes années, honnêtement. Elles étaient plutôt, par rapport à la crise 2008-2009, plutôt dans une bonne situation. Aujourd'hui, j'ai un peu de mal à avoir une vision un peu claire de qu'est-ce qui va se passer dans les mois à venir, quelle peut être l'ampleur des difficultés rencontrées. Bon, on a eu évidemment les sujets sur des fonderies, on le sait bien, mais c'était des entreprises qui étaient déjà en difficulté avant et qui structurellement, de toute façon, même si elles sont bonnes, il y a un moment où il y a moins de travail, c'est sûr. Il y a beaucoup de travaux qui ont été faits quand même pour aider des entreprises à essayer de se diversifier, de se repositionner. Donc il y a des choses positives par rapport à ça. Mais voilà, moi c'est simplement, je pense qu'on a une carte à jouer. Encore une fois, tout va très très vite. Donc c'est vrai qu'il faut qu'on arrive à bien accompagner les entreprises pour bien qu'elles prennent conscience que de toute façon, si elles ne se bougent pas, elles auront des grandes difficultés pour le futur, mais il y en a quand même beaucoup. Et celles qui vivent encore aujourd'hui, parce que c'est quand même une trajectoire qui a été rude, elles sont globalement plutôt pas mauvaises. Je pense qu'on a quand même un tissu d'entreprises de grande qualité. On a quelques grands acteurs qui sont vraiment des leaders mondiaux, qui sont vraiment des belles technologies. Valeo, là, dans le moteur électrique, avec Renault, est en train de développer des choses franchement intéressantes et autres. Donc on a des atouts. Faut qu'on arrive à effectivement bien orienter pour le futur. Encore une fois, sachant que pour nous, la trajectoire, elle est relativement claire. Et puis, il y a des domaines nouveaux. Les bornes de recharge, par exemple, aujourd'hui, c'est un peu dommage, on n'a pas d'acteurs français de fabrication de bornes de recharge. Il y a un Italien et puis il y en a d'autres. Voilà, et c'est là où aussi, il faut qu'on réussisse. Le futur de l'automobile est assez différent en termes de périmètre. C'est des écosystèmes avec beaucoup plus d'acteurs. Il faut qu'on réussisse effectivement à réorienter toute une série d'acteurs vers les nouveaux besoins. Mais des besoins, il y en a. Voilà. Merci Marc. Julien, le mot de la fin. Le mot de la fin, moi je pense qu'on va vivre une période, là, les 10 prochaines années, je pense que ça va vraiment bouger un peu dans tous les sens, lié à l'énergie, lié à toutes les problématiques environnementales. Et je pense, je veux dire, moi je suis content de vivre cette transition parce qu'il va se passer beaucoup de choses et on va avoir des choses qu'on n'aurait pas imaginées. Après, c'est vrai que alors moi je suis financier à la base, alors il y a une vraie dichotomie, c'est-à-dire que la semaine dernière c'était la réunion des analystes, FH présentait ses comptes.
quand vous faites une réunion d'analystes, ce qui est le plus important, c'est le pourcentage de ROC, hein, le résultat qui est dégagé. Et je trouve qu'il y a encore cette dichotomie, hein, c'est-à-dire qu'on le voit avec la taxonomie, il y a plein de sujets, c'est en train d'être réglementé et tout ça. Mais bon, quand je discute avec des banquiers, moi que j'appelle les vieux de la vieille, là, mes seniors banqueurs qui s'occupent de moi, il y a encore beaucoup de choses à faire pour que ça change. Et ce qui est fait, hein, au niveau européen avec la taxonomie, c'est bien, hein. Moi, je le vois, j'ai des décotes dès que mes programmes immobiliers, par exemple, sont classifiés, et puis j'ai des labels et tout ça, j'ai des décotes sur les financements. Donc on voit que ça commence, mais c'est vraiment un changement de paradigme, et il va se passer plein de choses, et notamment en construction. Je pense que ça va être super intéressant. Puis on verra la tête qu'auront nos immeubles dans 10 ou 15 ans, où l'énergie, comment ils seront chauffés, comment ils seront rafraîchis. Donc ça va être une sacrée période, je pense. Merci beaucoup, Julien. Merci pour ce mot de la fin. Je voudrais remercier infiniment nos deux experts. Merci également à vous tous qui avez été présents, soit ici, soit à distance. Et juste un petit mot sur les next steps pour TMA. Je voudrais simplement attirer votre attention. Vous savez que TMA a beaucoup d'animations ou de projets. La prochaine étape, c'est le 20 septembre, si je ne dis pas de bêtises. C'est une formation qui est organisée sur les procédures amiables et comment traiter en amont ces difficultés pour une entreprise, avec la participation de Madame Sonia Arroas, qui est la présidente de la Confédération générale des tribunaux de commerce. Voilà. Donc, restez connectés et soyez présents le 20 pour ceux qui peuvent. Voilà. Un grand merci à vous tous. Et je vous propose, pour ceux qui sont là, de prendre un café, un thé ou une boisson et un croissant. Merci.